Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons comme chaque semaine Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes, spécialiste de la traite négrière et membre du CRHIA, et Jean Breteau, historien spécialiste de la traite négrière. Bonjour à vous, merci de participer à cette émission. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous restons à Nantes et nous allons proposer aux auditeurs de découvrir les traces du passé négrier de cette ville. La mémoire est la santé du monde, nous dit Éric Orsena, une mémoire qui n'a pas toujours été simple à évoquer à Nantes et ailleurs également. La mémoire de cette histoire est gravée dans la pierre et vit par le travail d'associations, d'historiens et des pouvoirs publics. Et si je ne m'abuse, c'est assez récent et c'est un sujet toujours passionnel. Nous commençons l'émission par une lecture d'un extrait d'un article rédigé par l'historien Didier Guivarch qui s'est intéressé à la construction de la mémoire de la ville de Nantes au XIXe et XXe siècle. Si la géographie a servi de support à la construction du mythe de Nantes, porte de l'Europe, l'histoire est utilisée, elle, dans les jours difficiles. Quand tout va mal au XIXe siècle, on rappelle la prospérité maritime du XVIIIe siècle. Les souvenirs du port colonial de l'Ancien Régime sont activés après la Première Guerre mondiale, quand la France s'efforce de promouvoir les échanges avec ses possessions d'outre-mer. Le groupement d'action coloniale et les foires-expositions commerciales créées à partir de 1927 sont des instruments de cette promotion. Le rappel des relations, en particulier avec les Antilles, sert à fonder un discours, à l'exemple de celui du maire Adolphe Moitié en 1929, sur, je cite, « le penchant inné de l'esprit nantais pour les aventures et le négoce, fruit d'un atavisme auquel les cités n'échappent pas plus que les personnes ». Fin de citation. La crise des années 30 renforce l'attention portée à l'Empire et au rôle que peut jouer Nantes au nom de son passé. C'est le thème du livre que publie Jean Pilard en 1933 et le sens des propos du maire socialiste Auguste Pajot en 1935 qui rappelle, je cite, que « port colonial, Nantes la grise le fut et le restera ». Fin de citation. Cette référence à la prospérité commerciale de la cité au XVIIIe siècle est également utilisée en 1945 pour obtenir l'aide de l'État pour reconstruire la ville et le port partiellement détruits. Le maire de la Libération, Clovis Constant, évoque ainsi pour le ministère des Travaux publics, je cite, « l'époque fastueuse où le trafic de la Compagnie des Indes emplissait d'or les coffres de ses armateurs, des négociants et des industriels habiles ». Fin de citation. Il en tire argument pour solliciter une aide pour, je cite, « cette cité qui ne veut pas périr ». Fin de citation. Merci Bernard Michon pour la lecture de cet extrait. Alors, il évoque le passé de Nantes, mais pas le passé de la traite négrière. Comment cette histoire est-elle sortie de l'ombre ? D'abord, je crois qu'il faut souligner qu'elle a été enfouie pendant tout localement. Parce qu'on a toujours su, au plan des historiens et au plan de l'opinion française, le rôle joué par Nantes. Mais localement, il y a eu amnésie, il y a eu censure, il y a eu aussi ce qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire remplacement des vérités historiques, qui n'étaient donc pas bonnes à dire, par la rumeur, populaire ou pas. Donc cette longue occultation, elle trouve en fait son apogée en 1985, lorsque un groupe d'historiens universitaires curieux et gens cultivés ont voulu commémorer le bicentenaire du... Tricentenaire. Le tricentenaire. Bah, bravo le prof d'histoire. Le tricentenaire du Code Noir. Et que la municipalité s'est retirée au dernier moment de tout ce qui était prévu sur Seul le colloque universitaire a eu lieu, et la municipalité s'est retirée de tout ce qui pouvait concerner le grand public. Avec comme argument, non proclamé d'ailleurs, mais le fait que ça donnait une mauvaise image de marque de la ville. Donc cette occultation volontaire, cette censure qui existait dans les bulletins municipaux, cette autocensure qui existe dans les travaux de pas mal d'historiens locaux, c'est un lourd héritage. Cet héritage va être secoué et détourné totalement par... en gros, notre association, mais avec elle, évidemment, le courant d'opinion qui l'a accompagné, lorsque nous pourrons, en 1990, avec le soutien de la municipalité de Jean-Marc Ayrault, faire une grande exposition au Château des Ducs, d'où est sortie toute cette communication autour du travail des historiens et cette reconnaissance du passé. C'était donc la première fois qu'on évoquait publiquement oui, avec quand même 400 000 visiteurs. Hein. Et surtout,
Dash peut en témoigner, je crois, un énorme soulagement de la part de tout le monde de voir enfin reconnu ce pan de l'histoire. On nous avait prédit que les descendants des négriers, tout ça, il n'y a rien eu de cela, il n'y a eu aucune hostilité. Il y a eu au contraire un soulagement global de voir reconnu cela et une exigence naissante de faire pérenniser cette mémoire. Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Jean Breteau. Alors Jean Breteau, vous avez très bien évoqué ce passé tabou qu'il a été difficile d'évoquer jusque dans les années 90. Alors aujourd'hui, vous accompagnez des groupes de personnes à la découverte de ce patrimoine négrier à Nantes qui est omniprésent dans le centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous évoquer les bâtiments que vous montrez ? Oui, il y a les traces architecturales et sculpturales qui sont donc visibles, qu'il suffit de regarder, et on peut ainsi se livrer à une réinterprétation du passé nantais. On ne peut pas trop compter sur la signalétique officielle. Mettons à part la quinzaine de panneaux que la mairie a fait installer entre le château et le mémorial de l'abolition, qui sont très bien conçus et très éclairants. Mais sur les plaques de rue, il n'y a pas d'explication, par exemple. Rue Montaudoin, on oublie de nous dire qui étaient ces fameux Montaudoins. Sur le temple du goût, il y a une plaque truffée d'erreurs et qui oublie complètement de dire que Grou était avant tout un armateur négrier. Donc il faut faire un effort. Mais c'est un effort très payant, parce qu'on retrouve donc toute l'architecture de l'île Feydeau, toute celle du quai de la Fosse, et à travers, par exemple, le décor fantaisiste des Mascarons, on retrouve les valeurs nantaises, c'est-à-dire les valeurs maritimes, l'exaltation du commerce avec la présence du dieu Mercure, et puis aussi quelques représentations émouvantes et qui prêtent vraiment à réflexion, quelques représentations de captifs noirs. Donc, qui veut ouvrir les yeux ne peut plus rien ignorer du passé négrier de notre cité. On retrouve ces bâtiments dans le centre-ville, il faut lever la tête, c'est vrai, mais on voit tout ça. Je précise juste que les mascarons, ce sont des bas-reliefs représentant des visages, qu'on trouve au-dessus des portes notamment. Il y en a beaucoup sur l'île Feydeau, il y en a sur les bâtiments Céneray. De l'allée Brancas, oui, de Céneray. Et puis, vous en trouvez aussi un peu épars dans toute la ville. Parce que même si l'habitat des armateurs est assez concentré, il y en avait aussi sur la butte Saint-Pierre et dans le quartier Gralin dont on a parlé précédemment. Est-ce que cette mémoire est encore douloureuse à évoquer ? Quel a été le travail des historiens pour soigner, entre guillemets, ces héritages ? Oui, vous aviez raison de citer Orsenna. D'ailleurs, cette belle phrase d'Orsenna sur la mémoire qui est la santé du monde, c'est une phrase qu'il nous a offerte à l'occasion de notre catalogue de l'exposition de 1992. Je ne crois pas qu'il soit de notre tâche de qualifier la mémoire. La mémoire historique peut être évidemment douloureuse, quand la douleur est partie intégrante de l'histoire. Pour ceux dont la mémoire consiste à faire une quête identitaire, il faut bien que les historiens se convainquent qu'elle sera douloureuse. Pour les autres, c'est aussi une œuvre de santé, c'est une œuvre de réflexion non seulement mémoriale, mais de réflexion morale. Ça n'est pas un travail anodin. Et quand on touche à ce problème de mémoire, mais quand on touche surtout aux héritages, et dans les héritages, j'en cite un dont vous avez parlé plusieurs fois, qui est l'héritage du racisme contemporain. L'historien ne peut pas se contenter d'accumuler des documents et de les annoter. Il y a là une prise de risque, de responsabilité, qui font que le travail de mémoire est différent du travail d'histoire. Oui. Je pense qu'on peut reprendre la formule à laquelle Sébastien Ledoux vient de consacrer un ouvrage sur le devoir de mémoire. Mais ce que vient de nous expliquer Jean Breteau consiste bien à dire qu'on a aussi un devoir d'histoire et que même si l'histoire et la mémoire sont deux choses très différentes, on n'a pas deux champs qui doivent évoluer en parallèle. Sur des questions comme la traite des Noirs, comme l'esclavage, immanquablement, l'historien rencontre la mémoire, alors non pas des acteurs, mais des descendants de ces acteurs.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez, je crois que Pierre Nora, qui est un peu un spécialiste de la mémoire, a tout à fait raison de dire que lorsqu'il n'y a plus de milieu de mémoire, et à Nantes il n'y a plus de milieu de mémoire, on n'a pas de descendants d'esclaves, on n'a pas de descendants identifiés d'armateurs, il est temps de faire parler les lieux de mémoire. Et à Nantes, nous sommes un lieu de mémoire. Et c'est vers cette interprétation du lieu que, je crois, nous devons inviter les auditeurs à aller. Tout à fait. Et d'ailleurs, je reviens sur les lieux et brièvement, vous avez évoqué les légendes autour de ce passé. Et c'est vrai qu'on entend, moi-même j'ai entendu en tant que nantaise, dire que des esclaves avaient été enfermés dans des caves en centre-ville. C'est bien sûr faux. Oui, alors les légendes urbaines, il y en a de très 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 nombreuses. Elles sont la rançon du silence justement des historiens. Quand les historiens se taisent, eh bien ils sont remplacés par les conversations. Et il y en a autour de cette mauvaise conscience quand même, derrière l'abolition du souvenir de l'esclavage, sa négation pendant longtemps, on a inventé des esclaves enfermés dans les caves du quai de la Fosse, on a inventé des esclaves présents aux obsèques de Groux, on a inventé différentes sources, aussi bien les journaux que les agents immobiliers, pour celle que je vais citer là. On a inventé des appartements qui, sur le modèle de l'entrepont du navire négrier, étaient séparés par des grilles entre blanc et noir. À propos de grilles, on a inventé des tas d'histoires. Enfin bref, on ne peut pas épuiser ce sujet. Mais ce sont des histoires qui vivent toujours, même à travers les rumeurs. Oui, mais il faut s'en méfier. Il faut bien sûr. Il faut mieux les rectifier. On n'a pas besoin Et merci pour cette précision. Merci à vous de nous avoir éclairés sur ces héritages visibles et sur ces traces invisibles dont il est important de parler, afin de mieux comprendre aussi notre monde actuel. Jean Breteau, je vous remercie tout particulièrement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir offert vos éclairages sur cette page de l'histoire. Merci Bernard Michon d'être venu. Dans une prochaine émission, nous remonterons la Loire pour évoquer comment tous ces territoires furent liés à la traite négrière. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.